Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information. Dans l'actualité de ce 23 février, le chef de gouvernement a présidé hier la cérémonie de clôture du symposium sur le constitutionnalisme. Plusieurs recommandations sont formulées dans le but de garantir les principes fondamentaux de la démocratie et des libertés publiques. Et puis Conakry veut lumière, le concept se matérialise peu à peu sous leur CNRD. Partout, la capitale, les panneaux seront illuminés, les autorités transversales, voire même certains quartiers. Les citoyens apprécient cette action des autorités de la transition. Enfin, l'Agence nationale de lutte contre la corruption et de la promotion de la bonne gouvernance renforce son partenariat avec les organisations de la société civile guinéenne. Récemment, l'institution a échangé avec des acteurs de la société civile sur la mise en place d'un cadre de concertation entre les deux entités. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à tous. Comme annoncé dans les titres, le chef de gouvernement présidé hier la cérémonie de clôture du symposium sur le constitutionnalisme. Plusieurs recommandations sont formulées dans le but de garantir les principes fondamentaux de la démocratie et des libertés publiques. Dans les jours à venir, le Conseil national de la transition va organiser le débat d'orientation constitutionnelle selon la charte de la transition. Abdoulaye Diallo. Sur ce podium, ces praticiens du droit constitutionnel, experts nationaux et internationaux, se prononcent sur le sujet lié au constitutionnalisme en Guinée. Ils ont abordé durant ces 2 jours toutes les questions liées à cette thématique. Une occasion pour les panélistes de revisiter l'histoire constitutionnelle de la Guinée de 1958 à nos jours en vue de tirer les meilleurs enseignements. Sur le plan substantiel et thématique, le symposium a permis d'éclairer les participants et de remettre en perspective des questions fondamentales se rapportant notamment au choix constitutionnel et à la pratique constitutionnelle depuis 1958, au pouvoir du chef de l'État, à la place de la promotion des êtres humains dans le choix constitutionnel, à la mise en place des organes de gestion des élections de nature à garantir des exigences de régularité et de transparence des processus électoraux, au mode de scrutin et au défi de la démultiplication corrélative, notamment des partis politiques, aux perspectives de la décentralisation et de la déconcentration en République de Guinée sous l'empire de la nouvelle constitution, à l'indépendance de la justice. Les droits et libertés, l'inclusion des personnes marginalisées, l'organisation et l'équilibre des pouvoirs publics, l'organisation administrative et le système électoral sont aussi des thématiques qui ont fait objet de débats entre participants et experts. Mais notre travail ici n'a pas consisté encore une fois à dire aux Guinéens ce qui est bien pour eux, ce qu'il va falloir faire. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est d'accompagner techniquement la Guinée pour, encore une fois, mettre en place une méthodologie qui, je l'espère, nous permettra d'adopter la solution la moins mauvaise. Donc il ne s'agit pas de se substituer aux Guinéens, il ne s'agit pas de rédiger une constitution à leur place. Dans les jours à venir, et conformément à sa mission définie dans la charte de la transition en son article 57, le CNT va organiser le débat d'orientation constitutionnelle. Je peux vous dire sans abuser que le Conseil national de la transition, que j'ai l'honneur et le privilège de diriger, est satisfait quant à la qualité de vos contributions, mais de toutes les contributions. Mais une mérite d'être citée un exemple, c'est celle du président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, qui nous a fait une visite surprise, mais dont le discours nous a donné à la fois l'engagement et renouveler notre responsabilité républicaine à travailler dans le sens de l'intérêt supérieur et inaliénable du peuple de Guinée. Cette présence du chef de l'État nous a permis également de nous rappeler de la ligne qui a été tracée par le CNRD à sa prise du pouvoir le 5 septembre 2021. Au regard des discussions fructueuses assorties des recommandations pertinentes, ce symposium premier du genre en Guinée est couronné de succès. Un rapport final comportant toutes les recommandations formulées sera élaboré.
Cet après-midi, le président du CNT a reçu en audience une délégation du Congrès américain conduite par l'ambassadeur des USA en Guinée. Cette délégation est venue s'enquérir de l'évolution du processus d'élaboration de la nouvelle constitution et nouer des relations de coopération parlementaire entre le CNT et le Congrès américain. L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en Guinée est au micro de Abdoulaye Diallo. Et nous sommes ici pour parler avec le CNT pour toutes les activités ici pour soutenir la transition. Directement l'avenir de la Guinée, la constitution principalement. Et comment on peut utiliser toutes les voix, toutes les opinions de la Guinée pour construire une nouvelle constitution qui est par les Guinéens et pour les Guinéens. Et nous sommes ensemble avec ce projet. Nous avons un projet pour donner l'assistance, le soutien au projet. Et nous sommes fiers de ce projet. Nous avons soutenu le symposium. Moi, j'étais là. C'est une bonne expérience avec toutes les discussions, tous les arguments. Il y a beaucoup de passion là. Mais c'est une étape pour le développement d'une constitution. C'est très, très important. Dans le reste de l'actualité, pour clôturer sa visite de travail en Éthiopie, le patron de la diplomatie guinéenne a rencontré les partenaires du groupe Ethiopian Airlines. Les entretiens ont porté sur un futur partenariat pour la relance de Air Guinée. Hadia Toubari. La relance de la compagnie Air Guinée est une priorité pour les autorités de la transition. C'est dans ce cadre que le chef de la diplomatie guinéenne a rencontré le président du conseil d'administration de la compagnie éthiopienne pour discuter d'un futur partenariat. Les deux parties ont abordé plusieurs aspects du projet. La proposition guinéenne va être soumise au conseil d'administration du groupe pour examen. Déjà, du côté guinéen, une grande volonté politique accompagne ce projet. Pour le président, il est inacceptable que la Guinée soit sans compagnie nationale. Et donc, j'ai discuté avec eux. Déjà, Ethiopian Airlines est en train de faire la même chose avec le Nigeria, la même chose avec le Ghana. Tous ces pays demandent la participation de Ethiopian Airlines. Compte tenu des relations passées entre nos pères fondateurs, entre le président Ahmed Sékou Touré et l'empereur Haïlé Sélassié, tout cela a été évoqué ici. Nos frères sont prêts à nous assister dans la création de cette compagnie nationale qui est un objectif clair et franc du chef de l'État, son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya. We'll work together to create an environment for future cooperation. On va travailler ensemble pour une meilleure coopération. La compagnie aérienne ne s'est pas matérialisée au temps voulu, mais ce n'est pas un projet qu'on oublie. On va le réaliser tous ensemble. Dr Mourisanda Kouyaté a échangé sur le même dossier dans la soirée avec le ministre éthiopien des Transports à la suite d'une invitation du Premier ministre Dr Abiy Ahmed. L'occasion pour le chef de la diplomatie guinéenne d'aborder des questions de partenariat avec certains chefs d'État et présidents d'institutions internationales. Tenu à New York de la session du comité spécial du bureau du procureur des affaires juridiques du secrétariat de l'Organisation des Nations Unies, une session qui était axée sur le rapport du comité spécial de la Charte des Nations Unies et du raffermissement du rôle de l'organisation. La Guinée était représentée lors de cette session par son garde des Sceaux. Makale Souma, envoyé spécial. Ce sont deux rencontres de haut niveau et de partage d'expériences entre les pays du monde. L'une porte sur l'analyse juridique, sur les questions fondamentales liées à la refonte du comité spécial de la Charte des Nations Unies et du raffermissement du rôle de l'organisation, et la seconde sur l'instrument international juridiquement contraignant se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, avec un accent particulier sur la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité marine. La Guinée est un pays côtier, ce qui veut dire que nous avons notre espace maritime. Lorsqu'il s'agit de discuter sur la chaîne internationale par rapport aux questions relatives aux droits de la mer, la Guinée doit y participer et apporter, si vous voulez, ses observations en la matière.
Donc nous ne pouvons pas rester à marge dès lors que Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, colonel Mamadi Doumbouya, ainsi que tous les membres du CNRD ont placé cette transition sous les valeurs que vous connaissez, notamment le repositionnement de la Guinée au niveau de la chaîne internationale. En marge de ces deux événements au siège même de l'ONU à New York, le garde des Sceaux a d'autres agendas relatifs notamment au procès du 28 septembre et à la prise en charge psychosociale des victimes. Nous avons prévu dans notre agenda de rencontrer, disons, les partenaires qui ont pris des engagements avec la Guinée pour assister la Guinée par rapport à la tenue du procès du 28 septembre. Comme vous le savez, le financement de ce procès aujourd'hui est à 90% fait par l'État guinéen et nous avons besoin de la prise en charge psychologique des victimes. Dans les jours à venir, il sera abordé ici à l'ONU la question du maintien de la paix et de la sécurité internationale, principal objectif de l'Organisation des Nations Unies, et l'examen de la question sur le règlement pacifique des différends entre les États. Espace santé. Tout d'abord, le gouvernement guinéen et ses partenaires plus que jamais déterminés à améliorer les soins de santé des populations, d'où le lancement d'un nouveau projet dénommé Notre Santé. Ce projet est financé par l'USAID à hauteur de 73 millions de dollars américains pour une durée de 5 ans. Sona Sagno, Yaya Silla. Dans le domaine sanitaire, la Guinée fait face à d'énormes défis. Des défis que le gouvernement compte relever à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique en collaboration avec le peuple américain. Dans ce sens, le projet Notre Santé est lancé pour appuyer le système de santé local, mais aussi améliorer la qualité et l'accessibilité des soins de santé. Le projet est financé par l'USAID à 73 millions de dollars pour une durée de 5 ans. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui. Nous avons le lancement de notre projet Notre Santé, financé par les États-Unis pour 73 millions de dollars pour directement l'assistance à la santé publique. Ce projet, Notre Santé, continuera d'assurer l'engagement et l'appui important que le peuple et le gouvernement américain témoignent depuis de nombreuses années à notre pays, à travers l'USAID en particulier. Ce nouveau projet est articulé sur la réduction des maladies infectieuses et l'amélioration de la santé maternelle, infantile, la planification familiale et la santé communautaire. Essentiellement, ce projet va viser en fait l'amélioration de l'offre et la demande des soins de santé au niveau local, mais aussi le renforcement du changement social de comportement, en faisant en sorte que les prestataires de santé et les communautés puissent se faire mutuellement confiance. Nous remercions les donateurs, le gouvernement américain, à travers l'USAID, qui ne cesse d'accompagner notre pays dans son programme de développement et l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Le projet Notre Santé va couvrir les régions de Boké, Kindia, Labé et la ville de Conakry. Il se veut multisectoriel, collaboratif et durable. Le projet d'appui au renforcement du système de santé PASAR 2 vit ces dernières heures à son actif 15 centres de santé modernes, 4 hôpitaux préfectoraux rénovés dans la région de Nzérékoré, plus précisément à Kissidougou et Kérouané pour la région de Kankan. Une mission était récemment sur place pour procéder à la réception provisoire des infrastructures. Lancé Kamisoko, Mohamed Lamine Diallo. Ce sont 15 centres de santé de normes internationales construits dans les 6 préfectures de la région administrative de Nzérékoré, plus Kissidougou et Kérouané. C'est dans le cadre du projet d'appui au renforcement du système de santé PASA 2. En février 2021, nous étions là et nous avons indiqué qu'après 1 an que nous allons réceptionner. Donc nous avons tout mis en œuvre pour que cela se réalise. C'est le moment de remercier tous les acteurs qui ont contribué à cela. Et je pense que c'est une bonne chose et si on peut l'implémenter à d'autres projets, ce serait une très bonne chose. Financés par l'Union européenne, la France et l'Allemagne, les travaux sont exécutés sous la coordination de l'expertise France et la GIZ.
je trouve que les infrastructures n'ont pas de problème, mais l'entrepreneur a péché au niveau des finitions et au niveau de la qualité des appareillages de la plomberie. Donc on va donner maximum 2 semaines à l'entreprise pour apporter les corrections. L'objectif étant de rendre nos structures sanitaires plus performantes, le PASA 2 a aussi rénové, agrandi et équipé les services de maternité des hôpitaux préfectoraux de Massanta, Beila, Guékédou et Kissidougou. Une nouvelle infrastructure sera bientôt réalisée pour abriter les locaux de l'hôpital régional de l'Abbé. Le ministre de la Santé, Dr Mamadou Pété Diallo, était récemment sur place pour visiter le site. Cet hôpital régional moderne sera bâti sur une superficie de plus de 6 hectares. Sona Sagno, Sarafdine Diallo. Sur ce site, plus de 6 hectares devraient abriter l'hôpital régional de l'Abbé. Le financement du projet est bouclé. Le ministre de la Santé est sur le terrain pour s'assurer de l'avancement du processus. Le ministère de la Santé bénéficie de ce site. Nous avons communiqué cette information à nos partenaires et nous sommes soucieux de l'environnement dans lequel nous travaillons. C'est pour ça que nous étions ce matin en discussion avec nos voisins immédiats, que sont les responsables et les élus locaux, mais aussi l'orphelinat, pour nous assurer que l'hôpital qui arrive s'intègre bien dans son environnement et que plutôt que de déranger la vie des populations, il apporte un plus en termes de confort, de convivialité, d'intégration dans l'environnement, mais aussi de qualité des services qu'il va offrir. C'est des hôpitaux qui sont construits de façon évolutive. Selon l'évolution de la taille de la population de l'Abbé et des besoins, l'hôpital peut être porté à 450 ou 500 lits dans les années à venir. Et dans quelques années, vous rendre l'ouvrage bien fait pour que maintenant, plus personne à l'Abbé ne soit obligé de pouvoir prendre la route ici, braver les intempéries pour aller jusqu'à Dakar simplement pour faire une radio. À l'image de toutes les régions naturelles du pays, l'amélioration des offres de soins est palpable à l'Abbé. Là, c'est le chantier de construction du prochain et tout premier centre d'hémodialyse qui est visité par la mission technique. Ici, en arrière-plan de nos casques, et vous voyez un peu cet ouvrage qui est en train de prendre forme, ce sera le centre régional d'hémodialyse de l'Abbé. À l'instar de ce centre, il y en aura 8 autres dans toutes les capitales de nos 8 régions administratives. Ceci matérialise la volonté du président de décentraliser la prise en charge de nos patients et de nos compatriotes qui ont l'insuffisance rénale. Avant de quitter la cité de Karamoko Alpha, le ministre de la Santé a présidé la cérémonie d'ouverture du comité technique régional de santé, une occasion d'échanger avec les différents cadres et de s'informer de la situation sanitaire. Lutte contre la drogue en milieu scolaire. Une enquête nationale est lancée pour freiner sa consommation dans les établissements secondaires en Guinée. Cette croisade menée par l'Institut itinérant de formation et de prévention intégrée contre la drogue entend ainsi évaluer le degré de consommation et analyser le comportement des élèves en milieu scolaire. Abraham Christophe Conté. Pendant que le nombre de décès liés à la consommation de la drogue, surtout de la nouvelle tendance appelée couche, ne cesse de s'accroître, l'Institut itinérant de formation et de prévention intégrée contre la drogue et d'autres conduites addictives prend le devant. Cette rencontre est le lancement officiel de l'enquête nationale sur la consommation de substances chez les élèves des écoles secondaires de la Guinée. Principal objectif, évaluer le degré de consommation des substances et décrire les caractéristiques comportementales des élèves du secondaire. Nous avons aujourd'hui 70 enquêteurs qu'on va déployer sur toute l'étendue du territoire national. Nous avons 130 établissements d'enseignement préuniversitaires que nous allons enquêter. Dans chaque région naturelle, il y a des préfectures qui sont ciblées. Nous avons les enquêteurs qui viennent de l'IRE, des différentes préfectures de la Guinée, mais aussi au niveau communal, et les représentants des DCE qui sont venus. L'absence des données relatives à la consommation de drogue en milieu scolaire pousse l'Institut itinérant à réaliser cette enquête. Elle doit contribuer efficacement à améliorer les interventions liées à la réduction des demandes de drogue en milieu scolaire. Nous avons soutenu l'Institut pour l'élaboration du protocole, l'échantillonnage, la formation des enquêteurs. Et nous serons sur le terrain avec eux pour l'encadrement, le soutien technique pour la collecte de données. Et ensuite, ça sera le nettoyage des données, l'analyse des données et aussi la rédaction du rapport. Je voudrais réitérer la ferme volonté de mon département
à lutter farouchement contre la drogue et contre tous les comportements déviants et menaçant dangereusement l'avenir de la jeunesse guinéenne. La présente enquête lancée est d'une portée nationale. Cette étude sera transversale et descriptive, impliquant les élèves de la 10e année et 11e année, âgés de 15 à 16 ans des écoles secondaires du pays. Dans l'actualité également, en Conakry, ville lumière, le concept se matérialise peu à peu sous l'ère CNRD. Partout dans la capitale, les panneaux illuminent les autoroutes et transversales, voire même à certains quartiers de la haute banlieue de Conakry. Les citoyens apprécient cette action des autorités de la transition qui contribue ainsi à lutter contre les accidents nocturnes et l'insécurité urbaine. Nos reporters ont fait un tour dans la nuit de ce mercredi. Images et témoignages à Mounir Bari. Des lampadaires s'illuminent ça et là sous l'air CNRD. Ces dispositifs de Conakry, ville lumineuse, facilitent la conduite et la promenade dans toute sécurité sur les axes routiers, notamment l'autoroute Fidel Castro, la route Le Prince ou encore sur les transversales. Au dire des citoyens rencontrés, il n'y a plus de crainte à exercer certaines activités nocturnes. Nous sommes contentes et très contentes de ces lampadaires. C'est très important pour nous. Avant, c'était sombre, mais aujourd'hui, c'est bon, nous avons de la lumière. Si les panneaux sont allumés, on n'a pas peur de circuler dans la nuit. Et tout le monde va durer au dehors jusqu'à les heures, c'est-à-dire un peu plus tard. Mais si nous sommes dans l'obscurité, donc on a peur de circuler même dans la... Même les clients ont peur de sortir. Bon, le premier message que j'ai à lancer, c'est au niveau des conducteurs, c'est-à-dire ceux qui sont dans les taxis brousse, de conduire prudemment pour que nous puissions préserver les panneaux. Parce qu'en cas d'accident, il peut y avoir une déroute et qu'on cogne les panneaux. En cas de manifestation, les gens n'ont qu'à épargner les panneaux parce que c'est un effort qui a été fourni, donc il faut qu'on les protège. Ça, c'est pour nous-mêmes, ce n'est pas pour un autre. Cet éclairage public est une réalité presque dans tout le Grand Conakry, mais aussi dans certaines capitales régionales et même dans certaines préfectures du pays. Un acquis du CNRD devenu un atout dans la lutte contre les accidents de la circulation et l'insécurité urbaine. Ces panneaux-là, moi je trouve que c'est déjà un moyen de sécuriser déjà la population. L'éclairage aussi, c'est quelque chose ça rassure la population. Avant, moi, je n'osais pas partir jusqu'à la T6 dans les bandes de 21h, 22h parce qu'il y avait trop d'obscurité. Maintenant, à travers les panneaux, parfois tu peux sortir, même si c'est dans les bandes de 22h, 23h, tu peux revenir, il n'y a pas de problème. Cependant, d'autres axes routiers restent encore dans le noir. C'est par exemple la transversale 6 ou encore à Hamdallah où certains lampadaires récemment installés ont cessé de s'allumer. Selon des sources, des actions sont imminentes pour amener la lumière dans ces parties sombres pour le bonheur des populations riveraines. Cet éclairage public est un des volets du programme d'accès aux services sociaux de base entamé par les autorités de la transition guinéenne. En déplacement, une équipe de la Direction générale de la SEG dans la savane guinéenne, Kirouane Abouakar Kamara et son équipe sont allés visiter les installations de la SEG dans certaines parties de la Guinée, de la prise d'eau à la source naturelle jusqu'à la station de traitement. Des constats ont été faits pour améliorer la fourniture d'eau dans les ménages. Il y a des précisions avec notre correspondant permanent, Elhadj Fodé Bangali Fofana. Donner de l'eau potable à la population au robinet, telle est la mission assignée à la Société des eaux de Guinée SEG. C'est pour réussir ce pari que le directeur général de l'entreprise multiplie les visites de terrain pour identifier les problèmes afin d'apporter des solutions. Le président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya, a été très clair en ce qui concerne la desserte de l'eau potable dans nos villes. C'est de satisfaire la demande. C'est d'améliorer les conditions de vie des travailleurs, aussi de discuter avec les communautés, les autorités, de manière concertée, afin que nous puissions trouver des voies et moyens pour améliorer la desserte en eau potable.
Améliorer la desserte en eau potable. Aboubakar Kamara affiche sa détermination pour découvrir la source naturelle appelée Guibé, à partir de laquelle source la ville de Kérouané est approvisionnée en eau potable. On se rend compte que cette source d'eau est en train de tarir et c'est l'unique source d'eau qui ravitaille la ville de Kérouané. Donc la retenue d'eau va lâcher d'un moment à l'autre et nous sommes venus voir effectivement comment on peut très rapidement apporter des solutions afin que cette population ne puisse pas être privée de cette manne qui constitue la vie. On se rend compte que les gens de station vivent dans des conditions extrêmement difficiles et on a rapidement mis des moyens de locomotion à leur disposition. Et ensuite, on va améliorer aussi les produits de traitement, mais voir dans quelle mesure nous pouvons installer aujourd'hui une autre conduite d'eau, remplacer l'actuelle avec une nouvelle conduite qui pourrait améliorer davantage la desserte à Kérouané. La priorité dans chaque ville aujourd'hui, c'est la desserte en eau potable. Mais faut-il que les gens acceptent de s'acquitter de leurs devoirs civiques en payant les factures et éviter les fraudes sur le réseau en complicité avec les agents? On demande à la population d'être assidue dans le paiement des factures, mais aussi de collaborer avec nous pour mettre fin au cas de fraude sur le terrain, parce que s'il y a fraude, c'est qu'il y a un complice. Donc nos agents sont responsables de ce qui se passe et tant que les gens vont payer de l'eau, ça permettra à d'autres d'en recevoir, mais aussi à entretenir le réseau existant. Le chantier étant très vaste, des efforts sont en train d'être faits pour assurer un approvisionnement correct et régulier en eau potable dans nos villes. C'est une initiative présidentielle Agro-Challenge Guinée. Pour cette première édition, 3 milliards de francs guinéens sont prévus pour accompagner les jeunes entrepreneurs. 5 projets majeurs seront ainsi accompagnés à travers le ministère de l'Agriculture, la Chambre nationale et le Fonds de développement. L'amiral Moussa Kamara, Sekou Sissoko. Autour de la table, les responsables du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, de la Chambre nationale d'agriculture et du Fonds de développement agricole. L'objectif de ces échanges avec la presse, présenter le projet Agro-Challenge Guinée qui lance la compétition pour le Fonds de l'innovation présidentielle en agriculture FIPA. Un projet qui est destiné aux jeunes, donc la personne doit être âgée d'entre 18 et 35 ans. Et il faut que ce soit une personne qui a aussi de l'expérience avérée dans le secteur agricole. Ensuite, il faut qu'ils viennent postuler avec un projet, c'est-à-dire un business plan ou en tout cas une note conceptuelle. Parce que comme c'est dans l'innovation, peut-être c'est quelque chose qui n'existe pas encore, mais pour lequel il a trouvé un marché et des clients potentiels et il peut venir nous présenter le projet. La Chambre nationale d'agriculture accompagne toutes les initiatives qui vont dans le cadre de la promotion du secteur agricole dans notre pays. Et avec ce prix, il y a un accompagnement financier, mais il y a un accompagnement technique. Si vous êtes candidat, on s'assure que vous répondez aux différents critères. C'est là qu'intervient la Chambre nationale d'agriculture qui va vous accompagner, qui va vous suivre sur le terrain, sur le plan technique, pour s'assurer que vous ne faites pas de faux pas. Pour le renforcement des maillons de la chaîne de valeur agricole et alimentaire, 3 milliards de francs guinéens sont mobilisés pour financer 5 projets majeurs pour cette première édition de l'Agro-Challenge Guinée 2023. Il y a 3 milliards qui sont prévus, un fonds que la présidence a bien voulu créer pour encourager les agriculteurs à innover. L'objectif principal de ce projet Agro-Challenge Guinée est d'exploiter des solutions innovantes locales afin de renforcer la croissance du secteur agricole guinéen. Agro-Challenge Guinée recherche des idées innovantes à travers l'émulation des porteurs de projets agricoles. Autre titre de l'actualité, l'Agence nationale de lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance renforce son partenariat avec les organisations de la société civile guinéenne. Récemment, l'institution a échangé avec des acteurs de la société civile sur la mise en place d'un cadre de concertation entre les deux entités. Adjudant Aboubakar Kamanou, il est correspondant de la presse militaire. Dans l'optique d'accomplir les missions assignées à l'Agence nationale de lutte contre la corruption et de promotion de la bonne gouvernance, les cadres de l'institution et les fêtières des organisations de la société civile ont récemment eu
Une rencontre d'échange dans un complexe hôtelier de la place. Objectif, définir un cadre de concertation entre l'agence et les organisations de la société civile guinéenne. L'objectif de cette rencontre, premièrement, c'est de nouer ce contact-là avec vous. Ensuite, essayer de mettre en place un cadre de concertation permanent, élargi à tous vos démembrements à l'intérieur du pays, dans toutes les régions, afin qu'ensemble, nous puissions mener ce combat digne, noble, à mener, essayer de sortir notre pays de cette ornière de la corruption. La vulgarisation, nous sommes dans la dynamique. Il y a un projet de convention avec le ministère de l'Information pour travailler avec toutes les radios rurales, pour dire aux gens, si vous venez corrompre les fonctionnaires, ils vont prendre l'argent et ça ne va pas finir. Donc, nos parents qui ne connaissent pas que l'acte qu'ils posent est un acte de corruption, il faut le leur dire. Mais ça, c'est avec vous, parce que nous ne sommes pas là-bas. Donc, chacun de nous doit jouer son rôle. Les acteurs de la société civile saluent l'initiative et s'engagent à accompagner la mise en œuvre de ce cadre de concertation au bénéfice de la Guinée et des Guinéens. C'est une nouvelle ère qui est en train de souffler au niveau de l'agence. Et la main tendue, nous, au niveau de la COFIG, nous la serrons très bien. Nous sommes à leur disposition pour la sensibilisation, pour la vulgarisation. Nous sommes résolus à travailler avec l'agence dans le cadre de la sensibilisation des populations pour informer les populations, leur amener à être des acteurs de lutte contre la corruption au lieu qu'elles ne soient juste des victimes. Aussi la vulgarisation. Nous allons aider l'agence dans un partenariat franc et sincère à vulgariser les textes pour que les gens soient informés. Une seconde rencontre est prévue entre ces deux entités le 2 mars prochain pour finaliser le dit cadre de concertation. Le chef d'état-major général de l'armée de l'air en tournée dans les bases aériennes du pays. Première étape, la base secondaire de Koundara. À cette occasion, il a transmis le message du chef suprême des armées à ses compagnons d'armes avant de conférer avec les autorités régionales pour une bonne collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Adjudant Oumar Kamara, correspondant de la presse militaire. C'est sa toute première visite de travail dans les unités de bases aériennes du pays. Au bataillon autonome de Farana, situé à 426 km de la ville de Conakry, le général de brigade aérienne Yarouba Touré est porteur des messages de félicitations et d'encouragement des autorités de la transition. Le message est simple, c'est celui du chef suprême des armées, le président de la transition, président du CNRD, chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, vous féliciter et vous encourager dans tout ce que vous faites au niveau de la base arrière. Au cours de cette visite, le chef d'état-major de l'armée de l'air a rencontré les cadres de la préfecture de Farana où il a eu de fructueux échanges dans le cadre du renforcement des relations civilo-militaires. Dans cette mission, nous ne pouvons venir directement vers nos autorités militaires. Nous savons qu'ils cohabitent avec des autorités civiles qui sont représentées par vous. Nous savons que sur le terrain, la collaboration se passe très bien. C'est une obligation que nous passons vous serrer la main, vous remercier pour cette collaboration que vous menez sur le terrain. Le général de brigade aérienne Yarouba Touré a invité les forces de défense et de sécurité à une synergie pour la défense de l'intégrité territoriale. Avant de quitter la région de Farana, il s'est rendu dans le domaine dédié à la construction du logement du commandant de base situé au quartier Tonkolonko et jeté coup d'œil sur les sites de Biloya et de réalisation de logements du commandant de la base et celui de son adjoint.
Les acteurs du projet Kimalakan étaient récemment en conclave du côté de Kindia. Ils analysent les acquis et les difficultés rencontrées dans l'exécution de ce projet dans les régions de Kindia, Mamou, Labé et Kankan. Ils définissent ainsi de nouvelles orientations dans l'appui aux potentiels jeunes migrants dans les zones d'intervention du projet. Mamadou Patibaldi. Kindia, capitale des agrumes, a accueilli le deuxième comité de pilotage du projet de renforcement des capacités des organisations de la société civile des régions de Kindia, Mamou, Labé et Kankan. L'objectif de cette rencontre est de passer à revue le bilan des activités menées, identifier les contraintes et de définir de nouvelles orientations. Je constatais le projet offert à deux produits. Le premier produit, c'est la mise en place des cadres de concertation qui implique les autorités locales, les ESC, les migrants de retour et les potentiels migrants qui puissent analyser ensemble un peu les causes profondes par rapport à la migration irrégulière. Au cours des 3 premières années, sur un appui financier de l'Union européenne, le projet Kimalakan a accompagné plusieurs potentiels jeunes entrepreneurs, des femmes et des migrants de retour des zones d'intervention du projet dans la mise en œuvre de leur plan d'affaires. Les grandes activités que nous avons pu mettre en œuvre, c'est surtout l'accompagnement de la première cohorte des entrepreneurs et nous avons pu identifier plus de 600 entrepreneurs sur l'axe Kindia, Mamou, Labé et Kankan qui ont suivi toutes les formations sur le parcours entrepreneurial. Dans cette démarche, des cadres de concertation ont été également organisés pour fidéliser les potentiels jeunes entrepreneurs, les migrants de retour ainsi que les femmes de 8 bassins afin de les aider à définir leurs besoins en matière d'accompagnement. Nous avons organisé, accompagné les femmes et les jeunes dans l'élaboration de leur plan d'affaires pour faire ressortir ici quelles sont des activités génératrices de revenus que ces jeunes et les femmes veulent effectivement faire et nous les avons accompagnés dans l'élaboration de leur plan d'affaires. L'objectif de ce projet est d'accroître la participation de la société civile dans la promotion effective du rôle des femmes et des jeunes comme agents de développement et de changement. En 2023, le projet Kimalakan compte poursuivre le parcours entrepreneurial avec la deuxième cohorte et l'organisation d'un concours national afin de susciter une émulation entre les différents jeunes entrepreneurs. Une mission de la Banque islamique de développement a rencontré cette semaine l'unité de gestion et l'Agence nationale d'assainissement et de la salubrité publique. Il était question de passer en revue les activités exécutées en cours d'exécution. Les résultats déjà obtenus ont été appréciés par la délégation de la BID. Mohamed Lamine Kamara. Cela fait aujourd'hui 4 ans depuis la mise en œuvre du projet d'assainissement de Conakry. À ce jour, le projet a enregistré des avancées significatives, à savoir l'acquisition de plusieurs équipements, la construction des infrastructures et les travaux de drainage. Pour évaluer les activités à mi-parcours, la mission de LLF et de la BID échange avec l'unité de gestion et l'agence d'exécution du projet. On a fait un survol général sur le projet, en commençant par les fournitures effectuées au niveau du projet. Et maintenant, à l'heure là, nous sommes dans la phase des travaux, mais nous sommes dans le cadre des préparatifs. Ce projet d'assainissement touche les communes de Matoto et de Ratouma. À date, les activités réalisées sur le terrain sont à un taux de 28% de décaissement. En termes de résultats, on peut citer qu'il y a eu des équipements qui ont été acquis pour le compte de ce projet-là. Et nous avons été heureux d'apprendre que la distribution des poubelles pour les ménages des communes bénéficiaires a commencé et qu'au jour d'aujourd'hui, 15 000 sur 20 000 poubelles ont été distribuées, qu'il y a les camions achetés pour le ramassage des déchets solides au niveau de la ville de Conakry pour rendre la ville plus propre. Je me réjouis parce que les partenaires de la BID est très satisfait des résultats du projet. Je leur ai demandé parce qu'il y a un risque un peu sur le délai. Il y a beaucoup d'activités qui restent et j'avais fait un plaidoyer aux bailleurs de tenir compte du délai qui reste pour les activités.
Pour cette phase d'exécution du projet, l'unité de gestion entend renforcer la stratégie de visibilité des activités à mener tout le long du projet. Protection de la petite enfance, le ministère de la promotion féminine et de l'enfance vient de signer un protocole d'accord avec SOS Village d'enfants. Ce protocole révisé va permettre de mobiliser les efforts pour une meilleure prise en charge des enfants en situation difficile. Mohamed De Camara, Alkaliko Belikita. Depuis plus de 4 décennies maintenant, SOS Village de Guinée accompagne le gouvernement dans le cadre de la promotion et de la protection des enfants en situation difficile. Ces signatures matérialisent la volonté des deux parties à renouveler ce cycle de partenariat en faveur des enfants, surtout dans la nouvelle approche basée sur la communauté. Nous avons travaillé pendant longtemps au sein des communautés, c'est-à-dire directement à l'approche communautaire. Et par rapport à ce 4e accord cadre, que je rappelle que c'est sous financement du ministère des Affaires étrangères de Luxembourg, cet accord que nous avons signé avec Madame le ministre engage non seulement l'État au niveau central, mais aussi au niveau des autorités décentralisées et déconcentrées. L'amélioration des conditions de vie des enfants sans attache familiale, l'une des valeurs défendues également par le ministère de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables. Ça nous reconforte dans notre position de coordinateur en tant que structure en charge de veiller à la réalisation des droits de l'enfant en Guinée. Mais aussi, cela nous conforte parce que du point de vue opérationnel, SOS est en train d'innover en termes d'accompagnement des enfants, des familles et surtout des femmes par rapport au maintien des enfants, la stabilité dans les familles. C'est la 4e fois que les deux parties renouvellent leur engagement en faveur des enfants en situation difficile à travers tout le pays. Cancan vient d'abriter une rencontre internationale sur la promotion de l'écriture onco. La lutte contre l'analphabétisme est au cœur des priorités de la plateforme ICRANCO. Il s'agit de poursuivre les activités pour relever plusieurs défis. Diamokaba. Dans ce centre d'apprentissage de l'écriture onco, les notes du balafon résonnent pour ouvrir une page historique. Nous sommes à Cancan au compte du 13e rendez-vous de la plateforme ICRANCO. La culture en héritage, les acteurs prennent les choses en main pour redynamiser le secteur. On a fait une analyse critique des statuts et du règlement intérieur de l'association. Et ensuite, nous avons suivi le compte rendu des activités menées aussi bien au niveau du conseil d'administration qu'au niveau des différentes structures à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Il n'est besoin de souligner ici que l'ONCO est et sera un précieux outil qui va contribuer à vaincre le sous-développement culturel dont souffrent nos peuples à la base. À la tête du peloton, les mêmes instances de décision maintiennent le flambeau. Un nouvel agenda est proposé pour relever les défis. Sur pied, le même engagement est réaffirmé pour promouvoir cette invention guinéenne. Le premier projet qui est à nos mains aujourd'hui, c'est pour nous aider à faire construire notre centre culturel Nko à Cancan, centre ici. ICRANCO, même à l'UNESCO, il est reconnu. Moi, je ne ferai que vous encourager sans limite. Je veux que tous les Guinéens s'inspirent de vos initiatives pour que ICRANCO aille de l'avant. La nouvelle feuille de route est concentrée sur une série de propositions concrètes en vue de lutter contre l'analphabétisme. À cela s'ajoute la protection de l'environnement et la lutte contre la pauvreté. Enfin, dans le cadre du projet du système informatisé de gestion des permis de conduire biométriques en Guinée, le ministère des Transports a l'agréable plaisir d'informer l'ensemble des citoyennes et citoyens que les nouvelles émissions vont démarrer à compter du lundi 27 février 2023. Pour ce faire, le ministère des Transports, à travers la Direction nationale des transports terrestres, a pris une série de dispositions pour le bon déroulement des opérations. À cette heureuse occasion, le ministère des Transports invite l'ensemble des citoyennes et citoyens à bien vouloir suivre les procédures mises en place qui sont l'inscription dans une des
auto-école agréées par la Direction nationale des transports terrestres pour suivre les formations théoriques et pratiques au code de la route. Le passage à la Direction nationale des transports terrestres ou dans l'un des 7 bureaux régionaux des transports terrestres pour passer les examens théoriques et pratiques. La délivrance dans un des centres du partenaire technique Thomas Greg, Afrique de l'Ouest, du nouveau permis de conduire après la visite médicale. Cette mesure concerne aussi les conducteurs de motos à 2 roues et à 3 roues tricycles pour lesquels les catégories de permis A et A1 sont obligatoires selon la réglementation en vigueur. Le ministère des Transports saisit également cette occasion pour rappeler que depuis le démarrage en Guinée du projet de système informatisé de gestion des permis de conduire biométriques en août 2021, les anciens permis volets roses ne sont plus émis par ces services compétents. Toute émission ou détention frauduleuse de cet ancien permis sera punie conformément aux lois en vigueur en Guinée. Enfin, le ministère des Transports précise que ces nouvelles émissions n'ont aucune incidence sur le report de la date butoir pour le renouvellement des anciens permis authentifiés fixé par le gouvernement au 30 juin 2023. Il invite tout de même les usagers concernés à ne pas attendre les dernières minutes pour se plier à cette mesure. Le ministère des Transports s'est compté sur la bonne compréhension et le civisme des citoyennes et citoyens qu'on a créé le 23 février 2023. Félix Lama. C'était tout pour les infos. Grand a été le plaisir pour moi de vous servir pendant ces 4 jours d'affilée. Nos programmes se poursuivent sur le www.rtjcoloma.info. À bientôt, Inch'Allah.